Les autorités ivoiriennes s'activent en vue d'obtenir la certification de l'aéroport d'Abidjan. Elles ont convié quelques diplomates accrédités dans le pays à visiter leurs installations. Les promoteurs hôteliers donnent de la voix au Niger. Ils exigent des dédommagements suite aux manifestations anti-Charlie des 16 et 17 janvier. Enfin, le spectre de nouveaux affrontements pèse sur le Nigeria à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bonjour à toutes et à tous. Les autorités ivoiriennes espèrent recevoir le plus rapidement possible la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette certification devrait permettre aux compagnies américaines d'atterrir en toute quiétude dans cet aéroport. Dans cette attente, le ministre ivoirien des Transports a convié quelques diplomates accrédités à Abidjan à une visite. Parthen Assemian, le correspondant de Sika TV à Abidjan, était de l'expédition. 18h55 GMT, mardi 28 janvier 2014. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest et à Abidjan, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, l'Airbus A380, le plus gros avion civil de transport au monde. Presque un an après, jour pour jour, cette image dévoile les ambitions des autorités ivoiriennes à obtenir la certification de l'aéroport d'Abidjan. En matière de sûreté, comme nous avons 78%, bon, largement au-dessus des 60% qui est la barre exigée pour être mieux classé. Donc on a toutes les chances avec nous aujourd'hui. Bon, l'une des difficultés aussi, c'était de trouver une compagnie prête à desservir Abidjan et vice-versa. Donc aujourd'hui aussi, on n'a pas de problème à ce niveau. Nous sommes en contact avec les deux plus grosses compagnies américaines pour que, effectivement, la concurrence aidant, on puisse résoudre le plus rapidement possible ces problèmes. Terence Makoulé, diplomate américain, et quelques ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire étaient les hôtes du ministre ivoirien du Transport, Gaussou Touré. En attendant la décision des autorités de l'aviation civile américaine, les visiteurs ont eu l'occasion d'évaluer les potentialités de cette infrastructure économique ivoirienne. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je peux vous dire que j'ai été très impressionné par toutes les mesures qui ont été mises en place, toutes les dispositions qui ont été mises en place ici à Abidjan pour assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et des passagers. Aujourd'hui, plus de 25 compagnies desservent la capitale économique ivoirienne. Gaussou Touré a, au cours de cette visite, exprimé la volonté du gouvernement ivoirien de procéder dans les mois à venir à la construction à Abidjan de la cité aéroportuaire par des opérateurs privés pour un coût de 100 milliards de francs CFA. Déjà, les aérodromes à l'intérieur du pays ont été réhabilités, ce qui facilite les vols domestiques de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Au Niger, les manifestations anti-Charlie Hebdo des 16 et 17 janvier dernier ont été lourdes de conséquences économiques. Les pertes s'évaluent en milliards de francs CFA. Les victimes, notamment les promoteurs hôteliers, exigent des dédommagements. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul-Karim Mahamadou. Ce sont au total 57 bars-restaurants, 14 hôtels et le magasin de la Société nigérienne de brasserie qui ont été détruits, saccagés et incendiés lors des manifestations anti-Charlie Hebdo du 16 et 17 janvier 2015 à Zender et Niamey. Un véritable crime économique car les pertes se chiffrent à milliards de francs CFA. En termes de chiffres, on peut parler de milliards. Parce que rien qu'au niveau de l'hôtel Les Collines, on est à 300 millions de dégâts causés. L'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a condamné ces actes de vandalisme et de barbarie perpétrés contre ses membres. En effet, une employée de bar a été tuée lors de la manifestation de Niamey. Plusieurs autres employés ont été blessés. L'association exige que justice soit faite et que tous ceux qui ont perdu leurs biens dédommagés. Demande et exige du gouvernement de rechercher, juger et sanctionner les coupables de ces dérives macabres conformément à la loi.
sollicite du gouvernement le dédommagement des victimes dans un meilleur délai afin que ces derniers puissent très rapidement reprendre leur activité. Les événements du 16 et 17 janvier 2015 sont inédits au Niger. C'est la première fois que le pays a connu une manifestation d'une telle ampleur et qui a fait 10 morts pour une question religieuse. Toujours au Niger, l'espace vert aménagé pour contrer l'avancée du désert à Niamey, la capitale, est en train d'être détruit. Le développement anarchique de cette ville réduit de jour en jour l'étendue de cet espace, une situation qui interpelle la responsabilité des autorités nigériennes en charge de l'environnement. Retrouvons Mahamadou Abdul Karim, notre correspondant au Niger. Cet espace, communément appelé ceinture verte de Niamey, a été créé en 1965, 5 ans après l'indépendance du Niger. Son objectif, freiner l'avancée du désert qui menace la capitale. 50 ans après, cette ceinture verte qui était de plus de 2000 hectares meurt lentement, mais sûrement, chutant à moins de 1000 hectares. Elle est victime d'une urbanisation galopante de la ville de Niamey et sans aucun schéma directeur. Une situation préoccupante pour les autorités en charge de l'environnement au Niger. Si on fait un lotissement, ça veut dire qu'on va vendre des parcelles à des citoyens. Si on vend des parcelles à des citoyens, ils vont faire la mise en valeur. Maintenant, si un seul promoteur a été, en tout cas, a eu la chance d'avoir un arrêté et a fait le lotissement, il va avoir autour de lui des milliers de personnes qui ont des parcelles, qui vont vouloir donc. Le ministère en charge donc de l'environnement a régulièrement effectué des missions de patrouille, d'information, de sensibilisation. On est parti jusqu'à déclarer la zone d'utilité publique. Vous voyez? Mais au regard donc de tout ça, les pressions sont multiples. Au-delà du morcellement anarchique de l'espace, la ceinture verte est aussi devenue un dépotoir sauvage pour certains usagers. Elle est jonchée de tonnes d'ordures et d'immondices qui troublent le sommet des riverains. Vraiment, nous, le fait qu'on vive ici à côté donc, de cette ordure, vraiment, ça nous dérange. Ça nous dérange et c'est très nuisible pour nous. Non seulement du point de vue sanitaire, ça dérange. Non pas nous-mêmes, mais nos descendants. Donc nos enfants, j'allais dire. Ensuite de cela aussi, l'impact, en plus de l'impact que ça a sur nos santé, je peux dire que ça contribue aussi à la destruction donc, de cette ceinture verte que vous voyez, qui est aussi vraiment un vecteur donc, un patrimoine, j'allais dire. Face aux multiples pressions sur cette ceinture verte, l'État l'a déclarée d'utilité publique. Tous les acteurs et citoyens sont sensibilisés sur la nécessité d'arrêter la destruction de l'espace. Le gouvernement a pris des mesures et est en train de prendre des mesures, bien sûr. Donc, vous avez vu, bien sûr, et vous avez entendu qu'on a arrêté, on a suspendu en tout cas les lotissements privés. Ça, c'est important déjà. Il faut freiner en tout cas ces opérations. Et d'autres mesures sont en train d'être prises ou qui sont en cours, donc, en tout cas par rapport pour mettre fin. Parce que cette situation, tant que, en tout cas, il n'y a pas eu le concours de tout le monde, c'est un peu complexe. Parce que le citoyen, l'État, doit mettre tous les citoyens dans leurs droits. Parce que les gens, à chaque fois quand les patrouilles passent, ils disent, eux, ils ont payé. Les lotisseurs ont fait des lotissements, ils ont eu un arrêté. Vous voyez tout ce problème, ce qui fait que maintenant l'État a pris les choses en main. En tout cas, on est là. Un comité a été mis en place qui a fait des propositions que nous pensons qu'à partir de ces propositions, en tout cas, la situation sera décantée. Aujourd'hui, pour sauvegarder ce patrimoine hérité de l'indépendance, l'État du Niger a élaboré un plan national de réhabilitation de l'espace, plan auquel adhèrent plusieurs partenaires nationaux et extérieurs. Le plan vise notamment à reboiser la ceinture verte avec plusieurs espèces d'arbres. La ceinture verte sera ensuite entièrement clôturée. Direction le Ghana qui fait face à de nombreux problèmes énergétiques. Le pays a signé cette semaine un accord avec 2 compagnies dans le cadre d'un projet intégré de gaz et de pétrole dans les champs pétroliers du Cap 3 Pointes, ce qui devrait booster l'économie ghanéenne qui a longtemps souffert de l'incapacité du pays à satisfaire les demandes énergétiques. Suivons ici un extrait des déclarations du président de la compagnie Vitol et du président du Ghana. And I'm absolutely delighted after starting this project way back
J'étais très heureux au début de ce projet en 2007-2008 et c'est quelque chose qui est en train de devenir concret pour les Ghanéens et pour Eni et Vitol. On a reçu beaucoup de soutien de la part du gouvernement, du Ghana National Petroleum Corporation et du président que nous apprécions beaucoup. Maintenant, nous devons nous y atteler et avec votre accord et votre soutien, nous allons nous assurer que ce projet soit une réussite pour le pays. And so this should be a bit of very good news for Ghana going forward, that it would help. C'est une nouvelle pour le Ghana. Cela assure que le Ghana aura assez d'énergie pour soutenir son économie au rythme de ces dernières années. Has been doing for several years now. This current agreement that has been signed for the investment. L'accord d'investissement signé par le CAP des 3 points est à hauteur de 7 milliards de dollars. C'est environ 12% du total de 53,3 milliards de dollars. C'est sans doute le plus gros investissement sur le continent africain cette année. Intéressons-nous maintenant à la visite de la directrice générale du Fonds monétaire international au Rwanda, visite au cours de laquelle Christine Lagarde a rencontré les autorités rwandaises et a délivré un discours au Parlement de Kigali, occasion pour elle de saluer la réussite économique du pays. There is no question in our mind that Rwanda is amongst the African countries that are. Ça ne fait pas de doute que le Rwanda fait partie des nations africaines émergentes, étant donné les chocs potentiels, ces vents contraires qui secouent l'économie globale. Nous pensons que les mesures fortes que j'ai prises sont les fondations d'un Rwanda économiquement fiable qui doivent continuer à être appliquées. The foundations of a resilient Rwanda economies need to continue to be observed. Vous avez posé la question de l'impact du terrorisme qu'on observe au Sahel sur la croissance économique en Afrique et en particulier sur les investissements. Moi je crois qu'on doit distinguer entre les pays qui sont directement atteints et qui par conséquent font l'objet d'interrogations, d'incertitudes en ce qui concerne les investissements, et puis les autres pays qui ne sont pas aujourd'hui l'objet de menaces. Au Nigeria, l'approche du scrutin présidentiel fait craindre le pire dans certaines régions du pays. Dans l'état de Kaduna, au nord-centre du pays, les élections présidentielles de 2011 avaient plongé la région dans des violences interreligieuses et le spectre de nouveaux affrontements plane encore à moins d'un mois. Philippe Jagaba était au premier rang des violences qui ont éclaté dans son village. Le soir du résultat des élections présidentielles nigériennes de 2011, chrétiens et musulmans se sont affrontés pour contester le scrutin. Aujourd'hui encore, les stigmates restent visibles. D'ici vers là-bas, c'est chez les chrétiens. Et de ce côté, c'était principalement les musulmans. Ils étaient installés ici. Comme vous pouvez le voir, certaines maisons des chrétiens ont été touchées ainsi que celles des musulmans. C'est la violence qui a provoqué toutes ces destructions. Au total, les affrontements post-électoraux ont fait plus de 1000 morts et des milliers de déplacés au Nigeria. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, chrétiens et musulmans vivent côte à côte, mais les rendez-vous aux urnes tournent aux guerres de religion. Issa Moussa est musulman, il était là en 2011. Ils ont brûlé ma maison, ils ont tué les 2 fils de ma sœur, ils ont tué mon père et ils ont également tué mes 3 frères. Et ils m'ont blessé. Regardez la plaie, c'est une balle que j'ai ici, à l'intérieur. Le spectre de nouvelles violences à l'approche des élections présidentielles le 14 février prochain plonge la région dans l'inquiétude. À Kafanchan, le marché avait été ravagé. Il a été reconstruit depuis et les chrétiens et les musulmans commercent ensemble. Nous demandons au gouvernement plus de sécurité sur le terrain pour nous, les électeurs. Peu importe le résultat de l'élection, nous devons pouvoir continuer à travailler. Chômage, pauvreté, manque d'infrastructures publiques. L'origine des tensions est multiple, bien au-delà des appartenances religieuses et ethniques. À Kaduna, la capitale de l'État du même nom, un programme de dialogue et de surveillance interreligieux a été mis en place pour prévenir la résurgence des violences.
Nous avons mis en place des observateurs dans les communautés pour surveiller tout indice de violence. Dès qu'ils repèrent un conflit, ils appellent notre centre et nous, en collaboration avec les agences de sécurité, nous déclenchons une intervention. Dans quelques semaines, les Nigérians, exactement comme en 2011, devront choisir entre le président sortant et chrétien Goodluck Jonathan et son principal opposant, le musulman Muhammadu Buhari. Une élection qui s'annonce très serrée et laisse craindre le retour des fantômes du passé. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.